et l'efficacité, on la retrouve dans le combat libre, donc dans le MMA, que c'est vraiment un sport de gladiateur. Il veut me faire être offensif sur... Amateurs de combat, bonjour à vous. Aujourd'hui, on se retrouve à la Free Fight Academy avec Lethal pour parler de pancrace et de MMA. Alors déjà, je vais te laisser te présenter. Bonjour Amadou, Lethal BJJ sur les réseaux sociaux. Donc je suis combattant amateur de pancrace et de MMA et aussi Jiu-Jitsu. Alors, le pancrace, qu'est-ce que c'est? Le pancrace, pour faire simple, c'est du MMA sans les percussions au sol. On peut terminer par soumission ou TKO ou KO ou alors par les points. Dans l'histoire du MMA, la légalisation, elle s'est faite quand même assez récemment. Et il y a beaucoup de pratiquants de MMA qui avant pratiquaient des disciplines alternatives. Toi, tu étais au pancrace. Tu penses quoi de cette époque-là? Tout à fait. La plupart étaient au pancrace officiellement. Cependant, officieusement, des salles de sport quand même pratiquaient le MMA. Quand je dis officieusement, c'est-à-dire quand même assez légiféré entre guillemets, et puis ça restait l'entraînement, donc il n'y avait pas de dégâts particuliers, mais on s'entraînait déjà dessus. C'est vraiment aussi une question d'état d'esprit. Et en effet, en France, il devait passer via le pancrace, et s'il voulait faire du MMA, il devait s'exporter à l'étranger. Tu dirais que par rapport aux combattants de MMA, c'est quoi la principale qualité de quelqu'un qui vient du pancrace par rapport aux autres disciplines? Quelqu'un qui vient du pancrace, ce qui va être intéressant, c'est que il va être obligé d'avoir travaillé au sol. Donc si c'est un striker et qui n'a pas spécialement d'aptitude au sol, il va devoir être le plus intelligent possible pour ne pas se faire avoir s'il tombe sur un grappleur. Je dirais que ce serait ça. Et pour un Jiu-Jitsu, ça va être... c'est pas si évident que ça en fin de compte pour un Jiu-Jitsu d'aller terminer sur des règles de pancrace, parce qu'il faut savoir que pour placer ses soumissions, il faut que le jeu soit un peu ouvert entre guillemets, quoi. Donc si le gars il va juste être un lutteur, il va vous bloquer, ou un striker qui va bloquer totalement, ça va pas être évident. Tandis qu'en MMA, avec l'ouverture des frappes, etc., ça laisse un peu plus de dynamique pour pouvoir placer en fait une soumission ou trouver un angle. Et du coup, forcément, le pancrace, le MMA, en fait, même la partie sol, elle reste vraiment différente de celle du jiu-jitsu brésilien. Parce que comme tu disais, il va y avoir de l'ouverture avec les frappes, etc. Est-ce que tu dirais que même l'approche, le type de soumission que tu vas utiliser en pancrace ou en MMA, il va être différent de ce que tu fais toi quand tu es en jiu-jitsu? Je dirais qu'en MMA, oui, ça va être des soumissions un peu moins complexes. Ça va être des soumissions avec un haut taux de réussite, donc c'est-à-dire les guillotines, étranglement arrière. Après, tout ce qui va être l'appel, etc., faut laisser de côté, même si c'est un jeu qui peut donner de la créativité. Mais voilà, faut laisser de côté. On va garder vraiment un pourcentage très faible, comme le dit Roger Gracie. Après, maintenant, en termes d'état d'esprit, quand on est quelqu'un qui a l'habitude d'aller chercher les renversements, les soumissions, et qui ne dort pas sur le dos, si on a été amené sur le dos, on n'est pas non plus dépaysé, et au contraire, on aime bien cette dynamique, etc. Et on va faire en sorte encore une fois, je disais, d'utiliser les espaces lors des frappes pour isoler un autre bras ou pour pouvoir passer une soumission. Même si, encore une fois, on le rappelle aussi que les frappes changent le jeu, quoi. Les frappes changent le jeu, donc une frappe reçue, une deuxième, mais il ne faut pas que la troisième ou quatrième passe. Alors, à répondre aussi à une grande question, dans une discipline hybride comme le MMA, pour toi, qui a l'avantage? Celui qui vient du sol ou celui qui vient du pied-point? Le MMA Fighter. le MMA Fighter. En plus, là, il y a mes camarades, mes partenaires à côté, Abdellah et Naïm. C'est du MMA, hein. C'est du MMA. Donc, on a beau parler de propagande sur les réseaux, etc. Vraiment, maintenant, le MMA, c'est devenu un sport en lui-même, quoi. Donc, ça va plus être forcément que le striker ou que le gars du jiu-jitsu. C'est vraiment une question d'aptitude et de caractère, je dirais, hein. Maintenant, bien sûr, l'appréhension
Quand je dis l'appréhension, donc les sports de combat de préhension aident aussi fortement les bons grappleurs, les bons lutteurs, ou un gars du JJB qui a un bon niveau en lutte. Après, un striker, pourquoi pas, si c'est un striker qui a justement des aptitudes déjà de takedown défense. Donc si c'est un striker pur, faut qu'il soit quelqu'un vraiment en déplacement, et qui soit assez intelligent. Ça me fait penser à... Mais lui, c'est un MMA fighter très bon. Ça me fait penser à un Ben Lagdar, vous voyez, au niveau de ses déplacements, etc. Sur son striking, il est d'abord insaisissable. Après, ensuite vient bien sûr potentiellement les aptitudes de défense. Voilà, c'est le nom qui me vient en tête parce qu'on parle souvent d'Adesanya, on peut dire Adesanya. Mais on a aussi des gars très, très solides chez nous en France. Et lui, c'était un bon exemple, même si c'est devenu aujourd'hui un très bon MMA fighter, quoi. Est-ce que tu dirais que la balance entre l'avantage pied-point ou l'avantage au sol, elle va aussi différencier de la catégorie de poids, ou tu dirais que ça n'a rien à voir? Oui, c'est aussi c'est une remarque pertinente, hein. C'est ce que je dis souvent à des poids lourds, hein. Je leur dis que boxe anglaise lutte peut être une base très intéressante. Tandis qu'en poids léger, il va falloir être extrêmement complet, hein. Aucun bagage va devoir être négligé, que ce soit la boxe, la lutte, les scrambles et puis le sol, en fait, hein, via le jiu-jitsu. Donc en effet, pour les catégories légères, faut être hyper complet. Pour les catégories poids lourdes, on peut s'appuyer sur une bonne anglaise, une bonne gréco et puis des défenses assez basiques au sol, où le bagage au sol sera un peu moindre. Alors, par rapport à l'essor du MMA, les autres disciplines de combat, on va dire plus classiques, sont un petit peu en train de changer de rôle, on va dire. Il y a des coachs qui se plaignent que ça disparaisse aussi. Il y a les combattants qui sont moins payés dans les autres disciplines que le MMA, etc. Toi, tu penses quoi de l'évolution des disciplines, on va dire, plus classiques avec l'essor du MMA? C'est positif, honnêtement, parce que ça force ces disciplines en fait à se regarder par rapport à l'efficacité. Et l'efficacité, on la retrouve dans le combat libre, donc dans le MMA. Donc il faut avoir un sport qui soit pas uniquement là pour les règles de compétition, souvent trop protectrice, règles combat, technique interdite car trop dangereuse, etc. Ou alors vouloir être uniquement spectaculaire. L'important, c'est pas le spectaculaire ou entre guillemets exprimer la protection des combattants. Tout est dangereux en fait. On fait du basket, c'est dangereux avec les coups de coude. On fait du football, les ligaments croisés, etc. Tout est dangereux. Maintenant, ce qui va importer, bien sûr, c'est des combattants en fait qui soient intègre. C'est ça qui va faire que un sport va être entre guillemets intègre. Mais pour répondre clairement, regarder le MMA et se dire est-ce que ma discipline est réelle et va pouvoir s'adapter rapidement sur un combat libre, c'est une démarche très intéressante et une réflexion très intéressante. Et si le MMA peut aider en cela, favoriser en cela, c'est très bien. Après, du coup, il y a aussi une vraie différence entre, on va dire, un sport. Bon, là, j'en parle parce que c'est aussi un des thèmes principaux de notre chaîne. La différence entre les sports de combat et les arts martiaux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des disciplines qui ne sont pas forcément prévues pour l'efficacité et donc forcément qui sont un peu mises de côté. Et il y a d'autres disciplines qui prétendent, on va dire, une certaine efficacité et qui, et qui dans les faits, sont pas toujours efficientes, on va dire, réellement dans un combat de MMA. En effet, boxe, lutte seule, c'est les distances de combat les plus efficientes pour du MMA. Ensuite, le reste, je pense que tu sous-entends certains sports tels que le Krav Maga ou le Penchak, etc. ou de self-défense. Il faut savoir même, je pense que les bons profs de Krav Maga ou de Penchak disent qu'il faut avoir une boxe décente, une lutte décente et un sol décent, en fait. Donc, eux-mêmes le savent. Donc c'est pas pour émettre une critique à leur encontre, hein. Mais on en revient toujours aux bases, quoi. Après, bien sûr, certains, genre, je sais jamais, aller dans un club de self-défense de 6 places, ça peut être intéressant d'y aller un jour. Mais voilà, ceux qui tirent vers cela, vers le fait que boxe lutte seule c'est intéressant, c'est important, et qu'ensuite on puisse apporter des règles pour qui soient en fait interdites entre guillemets et aller sur des choses un peu plus, vous voyez ce que je veux dire, un peu plus qui peuvent être utiles, mais qu'il n'y a pas besoin non plus de développer énormément, parce que c'est mettre un coup dans les yeux, entre guillemets, tout le monde pourrait le faire. Mais un boxeur, il le ferait mieux, donc c'est bien de savoir boxer.
c'est bien de savoir lutter dans le cas où on est accroché, parce que là, toutes les techniques bizarroïdes ne fonctionneraient plus. Et puis au sol, pareil aussi, tout le monde peut mordre, tout le monde peut attraper les parties ou autres, quoi. Donc c'est bien de se concentrer déjà sur ces basiques. Donc moi je recommande d'ailleurs boxe, lutte, sol. Après, si un jour vous voulez aller sur des choses un peu plus exotiques de ce type-là, pourquoi pas l'ajouter et essayer d'ouvrir le panel et entendre. Il y a certainement des gars bons dans cela, quoi. Mais je pense qu'ils ont un background quand même, y compris certains professeurs. La base du MMA avec l'UFC, le Vale Tudo, c'était vraiment de prendre des spécialistes de chaque discipline pour les faire s'affronter. Mais aujourd'hui, le MMA, c'est vraiment une discipline en fait. Il y a des combattants de MMA qui ont fait que du MMA, qui ont, comme tu disais, il y a un sol spécialisé au MMA, il y a un pied-point aussi spécialisé au MMA qui n'a rien à voir avec la boxe thaï, du kickboxing, etc. Est-ce que du coup, tu dirais que aujourd'hui, il y a encore un avantage à être un spécialiste d'une discipline, ou est-ce que maintenant, pour réussir en MMA, il faut faire que du MMA en fait? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Sur les catégories amateurs, c'est pas un problème d'être spécialiste et puis de greffer autour. Maintenant sur la partie professionnelle et puis ensuite le très haut niveau, à mon avis, il faut dans ce cas-là être un spécialiste mais qui a eu des résultats extrêmement probants en lutte ou au sol. Donc on voit par exemple actuellement Bouchecha qui est au One réussit très bien son entrée en poids lourd et qui est un champion du monde de jiu-jitsu brésilien. On a les lutteurs aussi qui se transfèrent très bien, les Daniel Cormier, Cerudo, etc. qui se transfèrent très bien. Bon, pied-point, là on a eu Pereira d'ailleurs. Après, bon, qui lui aussi a quand même été facilité au niveau de sa montée dans le classement, mais qui, qui est relativement correct. On verra aussi s'il est exposé quand il rencontrera des gros lutteurs ou un de ces quatre, Shimaev ou peu importe, toi. Bon, qui est un épouvantail pour du monde de toute façon. Mais moi je pense que les spécialistes ils sont utiles. J'en parlais encore hier sur Twitter, sur le réseau, j'en profite pour faire la pub de la propagande létale BJJ, où je disais que les spécialistes en fait ce qui est intéressant c'est qu'ils peuvent apporter ils peuvent rapporter à nouveau certaines bases qui peuvent être oubliées, galvaudées, et puis aussi les spécialistes c'est des scientifiques dans leur sport, dans leur domaine. Et donc, ils peuvent apporter en fait des choses qui sont surprenantes pour faire évoluer encore plus le MMA qui lui aussi déjà se transforme tout seul. Et du coup, tu dirais que la différence entre les différentes disciplines, elle se fait vraiment à un niveau, on va dire, d'expertise, dans le sens où si tu es au niveau amateur, quelqu'un qui est vraiment un expert du Muay Thai face à quelqu'un qui a un niveau, on va dire, basique en MMA ou en sol, et il va quand même perdre face à l'expert du pied-point, où tu dirais que son sol, il peut quand même réussir à surpasser une expertise en pied-point. Alors si j'ai bien compris, c'est en amateur, il y aurait des spécialistes, et quel spécialiste serait le plus efficace dans le combat libre? Non, ce serait plutôt de dire un basique de MMA, donc qui a toutes les cartes, est-ce qu'il est capable de battre un spécialiste d'une discipline qui est que pied-point par exemple? Est-ce que son sol de basique est capable de surpasser un bon pied-point, ou est-ce que un bon pied-point il va le défoncer parce que en fait c'est l'expertise qui compte? Il veut me faire être offensif avec Brésil. Propagande avec ma propagande. Oui, en amateur, je trouve quand même que quand on n'a qu'une base à 2 pieds-points, je trouve qu'on est limité en amateur, honnêtement. Là, je parle au niveau amateur avec des gars du pied-point qui n'ont pas gagné non plus des choses extraordinaires. Oui, en effet, j'en trouve de très bons boxeurs, etc. Mais sur le circuit amateur, dès lors que ça arrive au sol, ils en sont dépourvus. Donc il leur faut quand même quelques basiques, soit pour pouvoir être assez malin, pour pouvoir se relever assez vite, ou alors des bons basiques de déplacement, etc. pour jamais se faire attraper et ne jamais se faire absorber. Donc moi, le conseil que je donnerais aux strikers en reconversion, c'est éviter les enchaînements de plus de 4 coups, frapper, cadrer,
ne soyez pas absorbé parce que en fait, par instinct de survie, le gars qui fait un peu plus de MMA ou qui est capable de grappler va changer de niveau rien que pour se protéger ou autre, et puis ensuite vous amener au sol et ça va être très compliqué pour vous, quoi. Donc faites en sorte de rapidement travailler vos déplacements déjà, mais ça c'est dans vos disciplines respectives de pied-point, et puis ensuite avoir quelques basiques de takedown défense, les changements de niveau pour pouvoir être assez bon sur la défense. Donc ça, checker les fameuses 5 lignes défensives, d'abord les yeux, ensuite les bras, les avant-bras, etc. Voilà, donc déjà si on est assez intéressant sur ça, c'est pas mal. Ensuite, si jamais on est amené à avoir le protocole, comme Fernand le répète souvent, le protocole de survie, donc être capable de rapidement repousser et puis d'aller travailler, essayer de se relever au niveau de la cage, etc., quoi. Travailler sur son polygone de sustentation, quoi. Et par rapport à l'évolution du MMA en France, on voit qu'il y a quelques années, le MMA, c'était pas vraiment connu. En tout cas, il y avait des salles qui en faisaient, tu disais, il y a beaucoup de gens qui faisaient des sports de combat déjà, mais le MMA, on n'en parlait pas trop. Là, d'un coup, le MMA, ça explose. Il y a des grosses salles qui sortent. Il y a même des salles qui avant étaient des petites salles qui en fait deviennent des grosses salles, qui parlent beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes médias qui parlent de MMA, qui oublient un petit peu les autres sports de combat. Et puis il y a aussi beaucoup de gens qui sont connus sur les réseaux sociaux par rapport au MMA, t'en fais partie. Comment toi tu vois cette évolution du MMA en France, déjà actuellement, et puis dans le futur? Parce qu'il y a aussi une chose que j'ai oublié de dire, mais moi à chaque fois que je vais dans des clubs, que ce soit des clubs de lutte, que ce soit des clubs de JJB, que ce soit des clubs de boxe anglaise, les gens ils me disent « Ah oui, moi j'ai anglaise le mardi et puis mercredi j'ai MMA ». Ils sont aussi dans un club de MMA. Donc en fait j'ai l'impression que tout le monde commence à faire du MMA. En effet, j'en ai parlé aussi avec un élève hier. Il faisait de la taille et il a arrêté la taille, je ne sais pas il y a combien de temps. Et en effet, il s'est dit intéressé par le MMA. Certainement que les résultats de GAN permettent de médiatiser le MMA en France. La légalisation aussi avec les organisations telles que Ares, le FFA Challenge, le MMA GP, Hexagone MMA, etc. Désolé si j'en oublie d'autres. On a aussi le 100% Fight. Alors en tout cas, ce que je veux dire, c'est que tous ces gars-là, en fait, permettent aux spectateurs de s'y intéresser et de voir que c'est vraiment un sport de gladiateur. Et surtout, moi, ce que je retiens aussi par le MMA, bon, c'est la partie aussi self-défense, etc. et réalité. Hein. Au-delà de violence, de sang, etc. Moi, c'est pas tellement ça qui m'intéresse. C'est où est-ce qu'elle est l'efficacité en fait du sport de combat dans le cas où il faille l'utiliser à bon escient. Du coup, toi, est-ce que tu serais d'accord aussi pour dire que cette montée du MMA, c'est pas seulement une volonté de vouloir être le plus fort, de vouloir se défendre dans la rue, etc. Mais c'est aussi peut-être une recherche du succès, de la visibilité, de l'argent. Oui, mais c'est un sport qui buzz de plus en plus aussi, hein, donc forcément c'est aussi un moyen bien sûr de se faire voir en pratiquant, et puis aussi de dire à l'école ou autre, oui moi je fais du MMA, quoi. Voilà, c'est ce qu'ils peuvent un peu se dire. C'est assez tendance, un peu comme quand la muscu est devenue tendance en France où tout le monde s'inscrivait à la salle, quoi. Donc clairement c'est tendance, c'est aussi très spectaculaire, hein, c'est vraiment des gladiateurs des temps modernes, mais il en reste toujours qui voient la notion d'efficacité. Moi je suis le premier toujours à en parler, quoi. Au-delà du côté un peu voyeur du combat, etc., quoi. J'aime bien avoir une éthique, et moi je trouve que l'éthique elle passe aussi par là. Après chacun aime pour les raisons qu'il souhaite, hein. Alors du coup aussi par rapport à cette montée du MMA, nous on soutiendra toujours ceux qui se donnent à fond dans les sports de combat, qui se lancent, etc. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont aller chercher le combat pro ou les combats tout simplement, alors qu'ils n'ont pas encore le niveau. Et en fait, le MMA c'est pas un métier comme un autre, c'est un métier qui met en danger sa santé. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens qui se lancent dans le pro alors qu'ils n'ont pas encore le niveau ?
Mm. C'est vrai que c'est un problème entre les galas, les promoteurs ou les entraîneurs en fait, qui envoient au charbon les élèves. Rien n'empêche de faire une carrière amateur, hein, de faire une bonne carrière amateur, de monter sur l'amateur. Il y a aussi des perspectives avec l'IMAF, etc., qui sont des grosses promotions pour les amateurs et pour monter, pour progresser, pour construire son jeu, un boxe, lutte, sol, etc., les transitions. C'est vraiment long, hein, de progresser en MMA, donc faut prendre le temps de cela. En fait, n'importe qui peut être... il va à l'étranger, il prend un combat pro et puis il dit qu'il est pro, hein. C'est facile d'aller faire ça, hein. Après, c'est plus dangereux bien sûr pour les séquelles que ça peut donner. Mais bon, après, on peut aussi se trouver un combat bidon, quoi, etc. Mais ça n'a pas trop de valeur, en fait, hein. C'est au royaume des borgnes, au royaume des aveugles, le borgne est roi. Voilà, tout simplement. J'ai failli perdre trop de neurones. C'est pour ça qu'il faut que j'arrête la boxe anglaise, hein. Ça va, j'en fais pas trop. Parce que du JJB, là, au moins, t'es sûr que tu vas rester malin. Après, à 35 ans, tu auras des rhumatismes. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup en tout cas pour tout ce que tu as apporté là. Est-ce que je peux te soutenir sur quelque chose ou est-ce qu'on peut essayer de t'apporter de la lumière sur un truc? Ouais, bien sûr, bien sûr. La lumière, bah, sur un projet qui me tient à cœur, un projet familial, qui est le projet Yuma Food, donc qui est dans la restauration. Donc on se met en place. Pour l'instant, on s'occupe de livraison. Voilà, des livraisons. On fait découvrir en fait chaque mois des saveurs afro-caribéennes. On fait en sorte d'être le plus authentique et le plus généreux possible. Et puis c'est bon pour faire remplir ça et puis être prêt s'il y a Heja, comme on dit. Bien tiep, bien mafé. Donc voilà, c'est Yuma Food sur Instagram, suivez YUUMAFOOD, et puis bah, aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, hein, Lethal BJJ, et Instagram BJJ Lethal. Merci à tous, merci à vous d'être venus m'interviewer, ça fait vraiment plaisir, et puis aussi donner de la visibilité sur une salle qui s'entraîne fort et dur, la Free Fight Academy de Mathieu Nico. Merci à toi, merci beaucoup. J'ai son coude de fermé et le truc va ramener son genou et puis après finaliser. Je vais ramener son poignet vers son omoplate ou vers le sol. Et il tape.